Alors donc, on va commencer à corriger la série loi de Laplace et induction électromagnétique. On va commencer par l'exercice 1. Alors, l'exercice 1, il nous dit qu'une roue mobile autour d'un axe delta horizontal constitué de rayons rides en cuivre de rayon R égale à 9 cm, de rayon R égale à 9 cm, de rayon R égale à 9 cm, régulièrement répartie et plongée dans un champ magnétique B uniforme et perpendiculaire au plan de la figure. Lorsqu'on baisse l'interrupteur K, c'est-à-dire que voici l'interrupteur K, si on baisse ici, on ferme l'interrupteur. C'est-à-dire que ce point noir là et ce point noir là, si on baisse l'interrupteur ici, on forme un circuit. Alors donc, si on baisse l'interrupteur K, on observe la rotation de la roue dans le sens indiqué, c'est-à-dire dans ce sens-là. La roue va tourner dans le sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Expliquer pourquoi il y a ce mouvement de rotation. Alors, il faut expliquer maintenant pourquoi il y a ce mouvement de rotation-là. Alors, c'est simple. On va dire, expliquons pourquoi il y a mouvement de rotation. Expliquons pourquoi il y a mouvement de rotation. C'est la question 1A. Pourquoi? Expliquons pourquoi il y a mouvement de rotation. Il y a mouvement de rotation. Alors, donc on va dire il y a mouvement de rotation lorsqu'on baisse l'interrupteur K. Lorsqu'on baisse l'interrupteur K, lorsqu'on baisse l'interrupteur K, le courant va traverser les rayons plongeant dans le champ magnétique uniforme. Le courant va traverser le rayon plongeant dans le champ, le rayon plongeant dans le champ magnétique uniforme. Dans le champ B. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ceci va donner quoi? Naissance à ce qu'on appelle à la force de Laplace. Pourquoi? Parce que un conducteur électrique qui est plongé dans un champ magnétique est soumis à la force de Laplace. Donc, ceci donne naissance, ceci donne naissance à la force de Laplace. Ceci donne naissance à la force de Laplace. Alors, et que va faire la force de Laplace? Elle sera perpendiculaire au champ magnétique B. Comme elle est perpendiculaire au champ magnétique B et au rayon considéré. Elle sera perpendiculaire au champ magnétique B et au rayon considéré. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se faire? Son sens sera vers la droite, puisqu'il existe toujours un rayon qui plonge dans le mercure, quel que soit alpha. Son sens sera vers la droite. Donc, il faut savoir que le champ magnétique est comme ça. Voici le champ magnétique B. Elle est comme ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la force de Lorentz, F, elle est comme ça. Et elle est dirigée, elle est perpendiculaire au champ magnétique. Le champ magnétique est comment? Est rentrant comme ça, est rentrant à l'intérieur. F est comme ça, ce qui fait que maintenant, ça va tourner comme ça. Et puisque chaque rayon est plongé dans le mercure, il y aura toujours l'existence d'un circuit électrique. Pourquoi? Parce que le mercure va conduire le courant. Donc, ce qui fait que, une fois qu'un des rayons plonge dans le mercure, la force de la place la déplace, elle sort, l'autre rayon entre, la force de la place la déplace, l'autre rayon entre, la force de la place la déplace, ce qui fait que la roue là sera comme ça, sera en train de tourner perpétuellement. Donc on va dire que B est au rayon considéré. Donc son sens est vers la droite, son sens est vers la droite, son sens est vers la droite. Et ensuite, l'un, qu'est-ce qui se passe? Son sens est vers la droite. Maintenant, et puisqu'il existe toujours un rayon qui plonge dans le mercure, et puisqu'il existe toujours un rayon, puisqu'il existe toujours un rayon qui plonge dans le mercure, un rayon qui plonge dans le mercure,
Alors, si l'on sort du bain de mercure, un autre y pénètre, ce qui assure la continuité du mouvement. Si l'un sort du bain de mercure, l'autre y entre, ce qui quoi? Ce qui assure la continuité de ce mouvement. Ce qui assure la continuité de ce mouvement. Le mouvement de rotation. Alors, avez-vous des questions? Qui n'a pas compris? Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Aziz, Oui, Aïda. les nuances explications et tout. Bon, c'est juste que j'ai dit que lorsqu'on abaisse l'interrupteur K, il y a le courant qui va circuler. Et si le courant circule, vous avez vu que cet interrupteur K-là est relié à un rayon. Vous avez vu? Le micro, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, cet interrupteur K-là est relié à un rayon. Donc, si on ferme l'interrupteur K, on forme un circuit et le rayon-là est parcouru par un courant. Maintenant, puisqu'elles sont tous liées en ce point-là, tous les rayons-là seront parcourus par ce courant-là. Et il y a un des rayons qui se trouve plongé dans le mercure. Or, on sait tous que le mercure favorise quoi? Attends. Alors, donc, là, ce que j'avais dit, que donc le courant parcourt tous ces rayons-là, et un des rayons est placé dans le mercure. Donc, les conditions sont réunies pour qu'il y ait la naissance d'une force de la place, parce qu'une force de la place, c'est quoi? C'est un conducteur électrique parcouru par un courant qui baigne dans un champ magnétique. Tous ces rayons-là baignent dans un champ magnétique. Un conducteur parcouru par un courant qui baigne dans un champ magnétique et subit quoi? Ce qu'on appelle la force de la place. Et que fait la force de la place? Elle va déplacer à essayer de la faire sortir du mercure. Donc, s'il sort celui-là du mercure, celui-là entre, il vient prendre celui-là, il le sort, celui-là entre, il vient prendre celui-là, il le sort. Tu vois que, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire le tour. Donc, la roue va tourner. Puisque à chaque rayon qui sort du mercure, il y aura un rayon qui entre dans le mercure. Est-ce que tu as compris l'autre là, comment il s'appelle? Aïda? Aïda? C'est bon. Aïda, est-ce C'est que c'est bon, bon? ouais. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, donc, une fois qu'on a fini ça, qu'est-ce qu'on nous demande? Petit b, on nous dit préciser le sens du vecteur champ magnétique B. Bon, je l'ai déjà écrit ici. Normalement, il serait comme ça, mais après, vous allez voir. Préciser le sens du vecteur champ magnétique B. Préciser le sens du vecteur champ magnétique B. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut utiliser la règle des trois droits, la règle des trois droits ou bien la règle de la main droite. Qu'est-ce que j'avais dit? Le courant entre par quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Qui va dicter cette règle-là? Allô? Ouais. Qui va énoncer la règle? Qui va annoncer la règle? Le courant entre par le poignet, sort par le bout des doigts. Sort par le bout des doigts. Ensuite, si on ferme la paume. Oui, la paume. Dirigée vers le point. Vers le point, wow. Donc, quand on ferme, le courant sera comme ça. Vous avez vu? Quand on ferme, le courant, il va se diriger comme ça. Regardez. Quand on ferme l'interrupteur, le sens du courant, c'est comme ça. Donc, quand je fais comme ça, le courant est dirigé comme ça. Si le courant est dirigé comme ça, si le courant est dirigé comme ça, et quand je vois F, il est comme ça, et la paume, elle est dirigée vers le bas. Tu as vu? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Ce qui fait que donc, mon B est rentrant. Donc, en utilisant cette règle de la main droite là, on dirait que B est rentrant.
B est rentrant, c'est-à-dire en utilisant quoi? La main droite. En utilisant la main droite. C'est bon. Est-ce que vous avez saisi ça? Good. Ensuite, donc, la question suivante, c'est valeur du champ magnétique. C'est valeur. Est-ce que vous voyez si j'écris ici? Allô? Oui, OK, good. Valeur du champ B. Alors, la valeur du champ B, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on nous a dit? D'abord, on nous a dit la roue tourne à 75 tours par minute. OK? 75 tours par minute. Et la puissance mécanique est de 5,4 MW. Calculer la valeur du champ magnétique. Alors, on sait que la puissance mécanique, ça, F, c'est une force qui est au niveau, c'est une force, on est dans un mouvement de, on a un mouvement de rotation. Donc, il y a une manière de calculer la puissance. La puissance P, ici, c'est moment de F multiplié par oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire. Or, on sait tous que le moment de P, le moment de F, pour faire la place, il faudrait être fort en moment. Le moment de F, c'est F multiplié par le bras de levier. Or, l'axe de rotation, c'est là. Or, F va se mettre au milieu de qui? Au milieu du rayon. Donc, le rayon, c'est R sur 2. Le bras de levier, c'est R sur 2. Le bras de levier étant égal à R sur 2, alors que F, c'est ILB. Donc, ce sera ici, moment de F. On aura ici, c'est IL. À la place de L, c'est R. B fois R sur 2. En fait, ce sera donc I, 1 demi de I, B R carré. Donc, le moment de F est égal à 1 demi de I, B R carré. Il y a des questions. Qui n'a pas compris? Ici, pourquoi la force F est Oui. placée au milieu du rayon? Parce que qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit que là, il faudrait toujours regarder la partie du rayon qui baigne dans le champ magnétique. OK? Est-ce que tu as compris? Oui. La partie du rayon qui baigne dans le champ magnétique. Or, quand tu regardes l'énoncé, on te l'a dit au début. Une roue mobile autour d'un axe delta horizontal constitué d'un rayon rude en cuivre R égale à 9 cm, régulièrement réparti. D'accord? Tu as compris, hein? Régulièrement réparti et plongé dans un champ magnétique B uniforme et perpendiculaire au plan de la figure. Donc, cela veut dire que, puisque le rayon est régulièrement réparti, la force F, pour que ça puisse faire tourner le rayon, il faut qu'il s'applique à son milieu. Tu as compris? Tu as compris? OK. Oui. Donc, s'il s'applique à son milieu, puisque l'axe de rotation est là, le bras de levier, ce sera entre O, l'axe de levier, entre delta, l'axe de rotation, et quoi? Et là où s'applique le point d'application de la force. Or, il s'applique au milieu, donc on aura quoi? 1 demi de F. Tu as compris? C'est bon, Lamine? Oui, Alors, j'ai compris. on a moment de F est égal à ça, et ensuite on aura oméga, c'est égal à quoi? 2pi F, c'est-à-dire 2pi N, je vais dire 2pi N. 2pi N, N étant quoi? N égale à fréquence. N, c'est la fréquence. OK? N, c'est la fréquence. Alors, je fasse ici. Alors, donc, N étant la fréquence, je vais faire l'égalité et dire que maintenant la puissance P, c'est égal à donc, c'était moment de F, donc c'est I, 1 demi de I B R carré, 1 demi de I B R carré, multiplié par 2pi N. 2pi N. Les deux vont se simplifier. Si les deux se simplifient, je vais avoir pi, c'est égal à donc I B, bon, je vais avoir pi BR, pi I B R carré N. Pi I B R carré N. Alors, qu'est-ce qu'on me demande de chercher ici? On me demande de chercher quoi? De chercher B. Donc, je vais dire B égale, donc, P, la puissance, sur pi fois I fois R carré fois N.
fois 1 sur n. Or, on sait tous que 1 sur n, c'est la période. Donc, je vais avoir P, c'est égal à pi fois I fois le rayon au carré fois la période T qui est là. La période T qui est là. OK? Vous avez compris? Mais puisque moi, est-ce que j'ai la période? Est-ce que j'ai la période? Hein? Qu'est-ce qu'on nous a donné? On a dit 75 tours par minute. 75 tours par minute. 75. Ah, donc, c'était pas la période. On m'a pas donné la période, donc je peux le laisser comme ça. 75 tours par minute, c'est la fréquence. Donc, je peux laisser ça comme ça. C'est P, I, pi, I, N, R carré. Je peux laisser ça comme ça, puisqu'on m'a donné pi, N, I, N carré. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça B. On m'a pas donné la période, on m'a donné la fréquence. Et là, je vais faire l'application numérique. Là, je vais faire l'application numérique. Alors, quand je vais faire l'application numérique, je vais avoir B égale A. P, j'ai eu combien? 5,4. 5,4 quoi? Milliwatts. Donc 5,4 10 puissance 3. 10 puissance moins 3. Divisé par combien? Donc, on m'a dit 75 tours par minute. Donc, il va falloir que je convertisse ça. 75 tours par minute. 7,3. Je multiplie ici par 60. Donc, je vais avoir donc pi. I, c'est égal à combien? I, c'est 8,5 fois 75 fois R carré, c'est-à-dire 9 10 puissance moins 2. C'est-à-dire 9 10 puissance moins 2 le tout au carré. Allez-y, faites l'application numérique de ça. Si vous n'avez pas compris pourquoi j'ai mis ici le 60, on a dit 75 tours par minute. Donc, ce sera 75 divisé par 60. Une minute égale 60 secondes. Donc, 75 tours par... C'est 7,3. Hein? C'est 7,3. C'est ça que tu as trouvé? Quand tu as fait l'application numérique? Non, non, pour le truc. Ah, 75 tours par 75 divisé par 60. Donc, faites l'application numérique carrément. Moi, quand j'ai fait ça, j'ai eu 2 10 puissance moins 2 Tesla. J'ai eu 2 10 puissance moins 2 Tesla. Oui, c'est comme ça. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est bon. Aïcha. Essayez de fermer les micros maintenant. C'est bon. Good. Il n'y a pas de questions. Vous avez des questions? C'est bon. C'est bon. Non, waxul ak man. Keneen lay waxal. Ah oh, wax ak man j'espère. Non, ay waxuma ak yow de. Non, je sais, xam nañu wax ak man. Allons-y. Vous n'avez pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, on passe à la question suivante. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit la question suivante? Qui va répondre à cette question-là? Good. Allons-y. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit la moitié du rayon inférieur est seulement baignée dans le même champ magnétique B. Maintenant, on permute les bornes du générateur. Est-ce qu'on a le même sens de rotation? Alors, est-ce qu'on a le même sens de rotation? 2A. Est-ce qu'on a le même sens de rotation? Est-ce qu'on a le même sens de rotation? Alors, donc, est-ce qu'on a le même sens de rotation? Alors, ça signifie quoi? Tout à l'heure, Ndoye, je t'avais dit que la moitié est dans le mercure, l'autre moitié baigne dans le champ magnétique. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, donc là, on dit que
Qu'est-ce qui se passe quand on permute maintenant les bornes du générateur? Est-ce qu'on aura le même sens de rotation? Alors, je vais vous dire un truc. En permutant les bornes du générateur, le courant va circuler dans le sens inverse que précédemment. N'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord? Ça, on est tous d'accord. Vous êtes tous d'accord sur ça, étape par étape, en permutant Oui. les bornes du générateur, en permutant les bornes du générateur, virgule, le courant va circuler dans le sens inverse du sens précédent. Le courant va circuler dans le sens inverse du sens précédent. Alors, ensuite, si le courant circule dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si le courant circule dans le sens inverse précédemment, maintenant, puisque le champ magnétique reste toujours perpendiculaire au plan, ça ne change pas, avec le même sens précédent. Donc, si on utilise la règle des trois droits ou bien la règle de la main droite, la force de la place est dirigée vers la droite, d'où on a le même sens de rotation. Elle sera dirigée. Bon, on va dire que, maintenant, puisque le champ magnétique, virgule, mais puisque on n'a pas changé, puisque le champ magnétique reste toujours perpendiculaire. Parce que il ne change pas, il est perpendiculaire. Maintenant, il est perpendiculaire, soit il est rentrant, soit il est sortant. Mais il est toujours perpendiculaire au plan avec le même sens que précédemment. Le champ magnétique est perpendiculaire au plan avec le même sens que précédemment. Avec le même sens que précédemment. Alors, donc, ça ne change pas. Donc, en utilisant la règle de la main droite, virgule, la force de la place sera toujours dirigée vers la droite. La force de la place sera toujours dirigée vers la droite. La force de la place sera dirigée vers la droite. Donc là, d'où le même sens de rotation. D'où le même sens de rotation. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Donner l'expression de la puissance de la force de la place. Donner l'expression de la puissance de la force de Avant ça, oui. lorsque le courant change de position, Oui, change de sens, oui. oui, ça ne modifie pas le champ magnétique. Non, ça ne modifie pas le champ magnétique. Le champ magnétique reste comme il est. Il aura la même norme. Parce qu'on a seulement changé les bornes. Hein? On a seulement changé le sens du courant. Oui. Donc, le champ magnétique reste uniforme et reste perpendiculaire au plan. OK? Oui. Donc, ça ne change rien. Si on applique la règle de la main droite, on aura toujours le même sens de rotation. Alors là, petit C, petit B, on me demande expression de la puissance de la place. Ça, c'est petit A, petit B. 2B, puissance de la place. Puissance de la place. Alors, la puissance de la place, tout de suite, P est égal à moment de la force de la place F. Je vais appeler ça P', multiplié par oméga, la vitesse angulaire. Or, là, qu'est-ce qui se passe?
il faut savoir que maintenant, moment de f, serait égal à quoi dans ce cas-ci? F fois combien? F fois combien? Qui va me dire ça? F fois combien? Aïcha, F fois combien? Ça va, gars? Aïcha, bon? Réfléchissez un peu. F fois combien? Hmm? Mais c'est évident. Regardez. Lorsqu'on l'autre moitié, on change l'interrupteur. Si on change si on interagit, on interchange les bornes, le courant change de sens. Maintenant, c'est cette partie-là qui nous intéresse, la partie qui baigne dans le champ magnétique. Il y aura une force de la place qui va s'appliquer au niveau de la moitié de la moitié. La moitié de la moitié. Donc ici, le bras de levier serait égal à la moitié de la moitié. La moitié, c'est R sur 2. La moitié de la moitié sera R sur 2, ce qui va donner R sur 4. Donc le moment de F ici sera égal à multiplié par R sur 4. Est-ce qu'au moins vous avez compris ça? Vous avez compris? Allô? Non, je n'ai pas compris. Regardez, quand vous lisez l'énoncé, on vous a dit que la moitié du rayon inférieur est seulement baigné dans le même champ magnétique B. Vous avez vu, en petit 2, c'est ça qu'on a dit. Est-ce que vous avez l'énoncé avec vous? Allô? Vous avez l'énoncé avec vous. Quelqu'un va lire le début de la partie 2. Lisez. Quelqu'un lit ça. Un volontaire pour lire ça. Elena, est-ce que tu peux lire ça? Allô? Oui. Lis ça, lis la partie 2. Tu n'as pas l'énoncé avec toi. Si, la moitié du rayon inférieur. Voilà, merci beaucoup. Regardez. La moitié du rayon inférieur. Une moitié plonge dans le mercure, l'autre moitié baigne dans le champ magnétique. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc maintenant, si on interchange les bornes, la nouvelle force magnétique, la nouvelle force de la place va s'appliquer au niveau de la moitié. Est-ce que vous avez compris? Au niveau de la moitié de la moitié. Donc ça veut dire qu'au niveau du quart du rayon. Est-ce que tu as compris, Eva? Oui, oui. Donc ce qui fait que donc on aura ici Moi, je n'ai pas compris. R sur 4. Donc, or F, on sait tous que c'est égal à I RB. Donc ce que je vais faire ici, ce sera donc 1 huitième IRB. IRB. Est-ce que vous avez compris? Or F, Oui, c'est bon. or F, on va dire, le bras de levier, ce sera F fois R4. Maintenant, F lui-même, c'est quoi? F serait égal à donc I R sur 2 B fois maintenant R sur 4. OK? Pourquoi R sur 2? Qui n'a pas compris ce R sur 2 là? Pourquoi c'est R sur 2 là? Qui n'a pas compris? Parce que ici, la force de la place, c'est seulement sur la moitié. Merci beaucoup. Le champ magnétique. Merci beaucoup, Lamine Ndoye. Parce que non seulement la force de la place, mais parce que c'est seulement la moitié du rayon qui baigne sur le champ, dans le champ magnétique. Donc, quand vous faites une force de la place, la force de la place, F est égale à ILB. À chaque fois, c'est ça que vous faites. ILB ou bien IL vectoriel B. Mais c'est L-là, c'est la partie du conducteur qui baigne dans le champ magnétique. C'est elle-là que vous voyez là. C'est la partie du conducteur qui baigne dans le champ magnétique. Donc, F égale IL vectoriel B. Si L et B sont perpendiculaires, on va dire F égale à ILB. Mais le L qu'on va prendre, c'est la partie du conducteur qui baigne dans le champ magnétique. Or, ici, la partie du conducteur qui baigne dans le champ magnétique, c'est R sur 2. C'est pourquoi on va faire F égale à I R sur 2 B multiplié maintenant par le bras de levier, c'est R sur 4. Ce qui fait que maintenant, le moment, c'est égal à... Vous avez compris? Avez-vous compris? Oui. Voilà. Ce qui fait que maintenant, là, je vais avoir, donc, moment
Ça, c'est moment par rapport à F. Moment de F. Ce qui fait que là, je vais faire moment F égale à donc 1 I R carré B sur 4. I B R carré sur 4. I B R carré sur 8 du moins. Sur 8. I B R carré sur 8. Or, oméga, c'est égal à 2 pi n. Si oméga est égal à 2 pi n, la puissance P' serait égale à moment, c'est-à-dire I B R carré sur 8 multiplié par 2 pi n. Les deux vont se simplifier, ce qui fait que P' c'est égal à 1 quart de I. 1 quart de pi, il y a pi. 1 quart de pi. Ensuite, qu'est-ce qui va suivre? B, N, B, I, N. Attends, I, B, N, R carré. Voici la puissance P'. En ce moment-là, la force de Laplace. La force de Laplace. C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. La question suivante. On nous dit, on enlève le générateur. On le remplace par un résistor de résistance R' égale à 0,12 ohm. Un dispositif impose à la roue un mouvement de rotation uniforme avec vitesse angulaire de 75 tours par minute dans le sens trigonométrique. Donnez l'expression de la surface ds balayée par un rayon pendant un temps t de t. Là, il faut suivre. Il faut suivre. J'aimerais bien pour toute votre attention. Expression de la surface ds. Ça, on entre dans la partie induction, hein, parce que la surface balayée, on entre dans la partie flux magnétique. OK? Parce qu'on a des surfaces balayées. Donc, expression de ds. OK? Pendant d'état de t. Pendant d de t. Alors donc, ce qu'il faudrait comprendre, le mouvement est circulaire uniforme. Ça, on le sait tous. Vous êtes tous d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, il faut me dire un oui, un petit oui. Vous êtes d'accord? Le mouvement est circulaire uniforme. Les rayons vont tourner. Le mouvement est circulaire uniforme. Donc, le mouvement est circulaire uniforme. Alors, donc, si le mouvement est circulaire uniforme, normalement, il doit être repéré par quoi? On peut faire un repérage avec quoi? On peut faire un repérage avec quoi? La base de frein. La base de frein. La base de frein ou bien quoi? Alors, la position de la roue est repérée par un mouvement circulaire. On peut repérer ça par l'angle θ. Vous êtes tous d'accord qu'au mouvement circulaire, on peut repérer ça par un angle θ. N'est-ce pas? Oui. Or, θ, c'est égal à oméga t. Vous êtes tous d'accord avec moi? θ égale oméga t. θ égale oméga t. θ aussi est égal oméga, c'est égal à 2 pi nt. θ égale à 2 pi nt. Donc, cela veut dire que ici, 2 pi, c'est quoi? 2 pi, c'est pi r carré. 2 pi, c'est pi r carré. On est tous d'accord sur ça? Attendez un peu. Voilà, c'est bon. Ndoye, pi r carré, c'est la surface d'un cercle. Hein? Donc, ici, regarde, ça θ, c'est l'angle. Hein? Je vais dire que pour avoir la surface, θ va correspondre à la surface, θ va correspondre à la surface, et à la place de 2 pi, je vais mettre là-bas pi r carré. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Ce qui fait que donc, je vais avoir S égale à 1 demi de R carré θ. Implique S égale 1 demi de R carré θ.
Donc, dans ce cas-ci, DDS sur DDT, une variation par rapport au temps. Ici, qu'est-ce qui va varier ici? C'est l'angle θ qui va varier. Donc là, je vais avoir 1 demi de R carré aussi, d de θ. Si S varie avec le temps, cela veut dire que c'est θ qui a varié. Or, qu'est-ce que j'avais? D de θ. Si d de θ, θ est égal à 2pi n. Θ est égal à 2pi nt. Alors donc, d de θ, c'est égal à d de θ par rapport au temps sera égal à 2pi n. Je vais dériver, ce qui fait que donc d de S sur d de t, c'est égal à 1 demi de R carré 2pi n. Et si je simplifie les deux, qu'est-ce qui va me rester? Pi n carré. Donc, en fait, la variation de surface d'angle. La surface balayée pendant un temps, d de t, qui est égal à d de S, est quoi? C'est donné par pi n R carré. Voici la surface balayée pendant un temps, d de t. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Si c'est bon, on passe à la question B. C'est bon. Good. Alors, donc, ce que je vais avoir ici, c'est quoi? La question B, c'est quoi? Question B, Elena? Question B. Valeur de la FM. Quelle est la valeur de la FEM? Valeur de la force électromotrice pour chaque rayon qui apparaît Oui. pour chaque rayon. OK. Valeur de la FM pour chaque rayon. Alors, donc, on sait tous que E égale à moins D de phi sur D de T. On est tous d'accord? La force électromotrice. On est tous d'accord sur ça? Alors, donc, ce qui va faire ici que or, phi égale, à quoi est égal à phi? Or, phi égale, à quoi est égal à phi? Normalement, phi égale NBS. Mais ici, on n'a pas de spire. Donc, quand on n'a pas de spire, on va dire phi égale BS. Et si phi égale à DBS, D de phi serait égal à B, D de S sur D de T. Non, B, D de S seulement. C'est la surface qui varie. B, D de S, voilà. Phi égale à B, D de S. Et donc, si je remplace ça, ça veut dire que E est égal à donc moins B, D de S sur D de T. Moins B, D de S sur D de T. Or, D de S sur D de T, or, D de S sur D de T, on sait tous que c'est égal à pi NR carré. En fait, donc, E est égal à moins pi N R carré B. Moins pi N R carré B. Moins pi N R carré B. Donc, c'est ça qu'on me demande de calculer. Est-ce que c'est bon? Je regarde la question suivante. Ensuite, la question suivante, c'est quoi? Oui. Hmm? Calculer l'intensité du courant qui traverse chaque rayon et préciser les caractéristiques de la force de la place apparue sur chaque rayon. Calculer l'intensité du courant qui traverse chaque rayon et calculer et préciser les caractéristiques de la force de la place. Donc là, il nous faut calculer E. Il nous faut calculer E à t égale à 0, à l'instant t égale à 0. Je vais prendre ça. Je vais dire qu'à l'instant t égale à 0 et ensuite répondre à la question. Parce qu'ici, on va... Parce que j'avais... Oui. Vous avez expression de E. Expression de E. Ah. Tu es d'accord que E égale moins D de phi sur D de T? Oui. Tu es d'accord que phi égale à BS? Oui. Parce que dans le cours, je vous avais dit que phi égale à N
B, NB, S, B scalaire S. J'avais dit qu'on choisit un vecteur unitaire, la normale à la surface, et on va dire donc N, S, B scalaire N. B scalaire N, ce qui me donnait donc N, B, S, cosinus de entre B et N. C'est ça que j'avais dit. Oui. Dans le cours, vous êtes tous d'accord? Or, ça, c'est le nombre de spires. Ça, c'est le nombre de spires qui constitue, notre circuit. Mais puisqu'ici, il n'y a pas de spire, donc on va enlever ça, le N là, et on va conserver phi égale à BS cosinus de B et N. Bon, là, on va considérer que c'est égal à 1. Donc, ce qui fait que donc, phi égale à BS. Alors, donc, phi égale à BS. Si phi égale à BS, maintenant, si phi égale à BS, une petite variation, est-ce que B varie? Diaba, est-ce que B va varier? B peut varier ici. Non. Est-ce que B peut varier? Non. B ne peut pas varier parce qu'on a dit que on a un champ magnétique uniforme. Donc, si B ne peut pas varier, si phi varie, parce que D de phi, cela veut dire une variation infinitésimale, une petite variation de phi. Donc, il y a une petite variation de phi, si et seulement si il y a une petite variation de S, et le champ reste constant. Mon D de phi sera égal à B, D de S. Oui. Tu as compris? Donc, Oui. D de phi égale à B, D de S. Donc, D de phi égale à B, D de S, je reviens ici, et je remplace ça, E égale moins. Au lieu d'écrire moins D de phi, je remplace par son expression B, D de S. Donc, je vais avoir moins B, D de S sur D de T. C'est bon? Oui. Oui. Or, j'avais déjà l'expression de D de S sur D de T, elle est là. Je fais que remplacer ça et j'ai le champ, j'ai la force électromotrice. Maintenant, là, je peux prendre valeur absolue de E, c'est égal à pi N R carré B. Ça, je peux avoir ça. OK? Non, expression DDS bi la gisul woon. Ah, expression de... OK, ouais. Ok. Merci. C'est bon. Good. Alors, du coup, on va faire l'application numérique. On fait l'application numérique. Si on fait l'application numérique, on aura E, c'est égal à pi, multiplié par combien? N, c'était 75 divisé par 100. 75 divisé par 60. Multiplié par R. R, c'était 0,9 10 puissance moins 2 le tout au carré. Quelqu'un à la machine? Multiplié maintenant par quoi? Par B. B qui est égal à 2 10 puissance moins 2. C'est ça qu'on devait trouver. À la machine, vous trouvez combien? E égale combien? Vous trouvez combien? « 6,4 10 puissance moins 4. 6,4 10 puissance? Moins 4. 6,36. C'est ça que j'ai eu, moi. C'est bon. Ensuite, la question suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire quoi? L'intensité du courant qui traverse chaque rayon. De Petit c, calculer l'intensité. intensité du courant. Alors, l'intensité du courant qui traverse chaque rayon. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est, on sait tous que I égale à valeur absolue de E sur R total. On est tous égal à ça. Ça, on avait écrit ça dans le cahier de cours. C'est bon, hein? C'était ça. Valeur absolue de E, c'est R total. Or, R total, c'est le R'. C'est R'. C'est le générateur qu'on a remplacé par un résistor. Donc, ce qui fait que donc, I, c'est égal à valeur absolue de E sur R'. Et quand je fais l'application numérique, je vais avoir donc I est égal à valeur absolue de E, c'est-à-dire 6,36 10 puissance moins 4 divisé par R. R, on avait trouvé 0,12. Et application numérique, vous trouvez combien? 5,3 10 puissance moins 3. 5,3 10 puissance moins 3. C'est ça, hein? Ampères, c'est-à-dire 53 milliampères. Vous avez trouvé ça? Qui a tout fait? Patricia, tu as tout fait? Hein? Non. J'ai calculé, mais je n'ai pas tout fait. C'est bon. Merci beaucoup. Ma question est gisuma ko ci série bi. Ah, waaw, parce que da nga dul lire. Lui, question yi gisuma ko ci série bi. Yow Fatou Fall, yow, comment tu peux poser ces questions-là? Question yi gisuma ko ci série bi. Comment tu peux dire ça?
Est-ce qu'il y a un exercice pour baax? Non, non, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est... série loi de Laplace. Alors, donc, les caractéristiques de la force de Laplace. C'est la dernière question. Hein? Caractéristiques de la force de Laplace. Alors, pour les caractéristiques de la force de Laplace, son point d'application. C'est où le point d'application de la force de Laplace? Milieu de la partie baignante. Voilà, milieu du rayon entièrement plongé dans le champ magnétique. Milieu de quoi? Du rayon entièrement plongé. Milieu du rayon entièrement plongé dans le champ. Dans le champ magnétique B. Ensuite, le point d'application, on va parler de la direction. Direction. Alors, la direction, c'est quoi? Elle est perpendiculaire au plan formé par B et R. Perpendiculaire au plan formé par B et R. Ok, bon, R, je vais ajouter un vecteur. Good. Parce que je dois orienter ça. Ensuite, sens de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Sens de la gauche vers la droite. Et ensuite, la norme, intensité. F est égal à IRB. OK? Et donc, quand je vais calculer ça, F serait égal à, donc, I, on avait trouvé 5,3 10 puissance moins 3 ampères, multiplié par R, c'est 9 10 puissance moins 2, multiplié par B, c'est égal à combien? 2 10 puissance moins 2. Alors, calculez ça, F égale à combien? 9,54 10 puissance moins 6. Voilà, 9,54 10 puissance moins 6 newton. Voilà. Good. C'est bon, on a fini avec l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. On a dit, voilà, considérons deux conducteurs parallèles formant un rail de Laplace sur lequel peut se déplacer une barre mobile conductrice MN. OK? Une barre conductrice MN. Le générateur de FME égale à 5 volts a une résistance interne L égale à 5 ohms. La barre MN de longueur L égale à 0,12 a une résistance négligeable. Elle crée un circuit, ainsi de suite. Expliquer et justifier à l'aide de quelques mots et d'éventuellement un chemin. Comment on doit placer l'élément en U pour obtenir un champ magnétique tel qu'il est. Alors, donc, le chemin, c'est ça. Hein? Le chemin est là. On a un résisteur qui est là. Ensuite, un générateur qui est là. Voici notre circuit. Ensuite, on a une partie où baigne le champ magnétique B. B est comme ça. Et là, la barre MN qui est là. Et cette distance-là, c'est D. Cette distance-là, c'est D. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? La position de l'élément en U pour obtenir le champ magnétique tel qu'il est, représenté par la figure B, c'est-à-dire perpendiculaire au rail et dirigé vers le haut. Alors, donc, on va dire position de l'élément. On va représenter ça ici. C'est la question 1, position de l'élément.
Alors, on a dit d'expliquer ça avec d'éventuels champs. Alors, l'aimant donc doit être placé le pôle sud, parce il est sortant ici. Il est sortant. Donc, normalement, l'aimant doit être placé tel que le pôle sud doit être vers le haut. OK? Le pôle sud vers le haut. Donc, l'aimant doit être placé tel que le pôle sud vers le haut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bon, les aimants en nu là, bon. Ça, c'est l'aimant en nu. Donc, disons que c'est ça que je vais avoir. Maintenant, M et N, on doit faire de telle sorte que on ait un trièdre. Le pôle sud, il est là. Le pôle sud sera là. Le pôle nord sera là. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre courant I qui est dirigé comme ça. Notre champ magnétique B qui sera comme ça. Et la force de la place qui sera dirigée comme ça. Et les deux vont former ce qu'on appelle un trièdre direct. Un trièdre direct. Et donc, ça c'est la face sud, ça c'est la face nord. Puisque maintenant, ce qui fait que maintenant, celui qui se met ici, il verra la direction du champ magnétique comme ça, pointant vers ses yeux. Les yeux sont là, il verra la direction du champ magnétique comme ça. Donc, le pôle sud doit être en haut. OK? La question suivante, c'est quoi? Est-ce que vous avez au moins compris? Avez-vous compris? Vous avez compris? C'est bon? Good. Donc, ce qui fait que donc, le pôle sud doit être comme ça, le pôle nord doit être comme ça, et notre circuit doit être à l'intérieur. OK? De telle sorte que c'est à partir d'ici que notre champ uniforme va exister, parce qu'on a dit que à l'intérieur des branches d'un aimant en nu, c'est là-bas le champ est uniforme. Le champ est uniforme, donc on aura ça. Good. Alors la question suivante, c'est quoi? On nous dit déterminer le sens et l'intensité du courant dans le circuit. Deuxièmement, déterminer le sens et l'intensité du courant dans le circuit. Déterminer le sens et l'intensité du courant dans le circuit. Deuxièmement, déterminer le sens et l'intensité. Déterminer le sens et l'intensité du courant. Alice. Oui. Alice. Oui. Ici, avant de placer l'aimant, oui. Quel était le sens du champ magnétique? C'était vers l'eau. Non, le champ magnétique, circuit, on nous a donné ce circuit-là dans l'exercice. On nous a demandé comment placer le champ, comment placer l'aimant en nu pour qu'on puisse avoir un B sortant. OK? Maintenant, sachant que le tout devrait être comme ça, devant moi. Pour qu'on puisse avoir un B sortant, oui. Oui, donc le B doit être dirigé comme ça. Je dois regarder le B et le B doit pointer vers mes yeux. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec moi? Maintenant, si je place un observateur ici, quand il regarde, pour que le B soit sortant avec lui, il faut que le champ magnétique soit dirigé comme ça. Or, si le champ magnétique est dirigé comme ça, cela veut dire que la branche d'en haut, c'est le pôle sud, la branche d'en bas sera le pôle nord. Tu as compris? Oui. OK, good. Oui. Alors, sens et intensité du courant. Alors, le sens de I est donné par le sens de E et de M. Vers quoi? Vers N. Regarde, le sens de E, de M vers N, la force électromotrice du générateur est dirigée comme ça. Donc, mon courant électrique, moi, je vais le diriger comme ça. Il va faire comme ça. De M vers N. Ici, il sera comme ça. Donc, puisque le sens de I est donné par le sens de E, le sens de I est donné par le sens de E. Le sens de I est donné par le sens de E.
2 points de M vers N. De M vers N. Donc, voici le chemin. Le chemin est là. Ensuite, on a demandé seulement ça. Hein? Le sens et l'intensité, voilà. Alors, donc, on va appliquer la tension au borne du générateur. Est nul. Hein? On va dire que la tension au borne du générateur sera nulle. On va appliquer un court-circuit. Hein? La tension du borne du générateur, la tension au borne du générateur étant nulle, la tension au borne du générateur étant nulle, on aura donc U qui est égal à quoi? E moins RI, ça c'est R. Bon, je ne vais pas faire ça, c'est grand R, hein, je pense. C'est grand R, hein? C'est grand R, hein, d'après l'exercice. Voilà, c'est grand R. R, c'est la résistance du générateur. C'est E moins RI. Attention, c'est R là, c'est la résistance du générateur. Hein? La résistance du générateur. Est-ce qu'on m'a donné ça? Oui, on me l'a donné. On me l'a donné. On a dit le générateur a une force électromotrice E égale à 5 volts. E égale à 5 volts. Ensuite, de résistance interne R. Ah, ok. Donc, c'est tout ça le générateur. Il faut savoir que c'est tout ça le générateur. Le générateur, c'est tout ça. Il faudrait que vous le. Donc, ça c'est grand moins RI. Ça c'est égal à 0. Je vais avoir RI c'est égal à E. Ce qui implique que donc je vais avoir donc I c'est égal à E sur R. Donc I c'est égal à 5 volts sur 5 ohms. Ce qui fait que donc I est égal à 1 ampère. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Ensuite, la troisième question, on demande, on nous dit, déterminer en direction, sens, grandeur la force de la place, ce qui s'exerce sur la barre MN. Donc, c'est-à-dire caractéristique de la force de la place. Troisièmement, caractéristique de la place. Caractéristique de la place. Alors, normalement, la direction, c'est perpendiculaire au plan formé par I et B. Perpendiculaire au plan formé par I et B. Ensuite, le sens, d'après la règle des 3, elle doit être dirigée vers la gauche. Pourquoi? Parce que le courant est comme ça, le champ est dirigé comme ça. Donc, d'après la règle de la main droite, sens, d'après la règle de la main droite, d'après la règle de la main droite, d'après la règle de la main droite, qu'est-ce qu'on a ici? D'après la règle de la main droite, on aura donc F est dirigé vers la gauche. F est dirigé vers la gauche. Donc, voici la force de la place F. Et l'intensité? Intensité, on a F égale à PID. Regardez, c'est seulement cette partie-là, de là à là, au niveau du conducteur MN qui baigne dans le champ magnétique. C'est une distance D, c'est pourquoi B, c'est F est égal à F serait égal à B, I fois D. En faisant l'application numérique, je vais avoir F, B, on m'a donné 0,1 Tesla. I, je l'ai calculé, c'est 1 ampère. D, on me l'a donné, c'est 4 cm, je vais dire 4 10 puissance moins 2. Alors, vous trouvez combien?
Aïchawaï, on dirait que vous dormez. 10 puissance moins 3. 4, 10 puissance 3. Moins 3. 4, 10 puissance moins 3. 4, 10 puissance moins 3 newton. C'est bon. C'est bon, hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, la barre MN se déplace à vitesse constante. Aidez-vous d'un schéma représentant les vecteurs significatifs. Oh, bon, on l'a fait. Ensuite, la barre MN se déplace à vitesse constante dans le champ magnétique sur une longueur de 6 cm dans le sens impliqué par la force de la place. Déterminez le flux coupé par la barre. Déterminer le flux coupé par la barre. Donc, alors. Allez. Oui. Je ne comprends pas le sens de B. Le sens de F. Le sens de F. J'ai appliqué la règle de la main droite. Regardez, le courant entre par les poignets et sort par les doigts, n'est-ce pas? La paume indique le sens de B et le pouce indique le sens de F. Tu as bien compris? C'est ça la règle de la main droite. Maintenant, je vais appliquer ça. Le courant entre par les paumes et sort par les doigts. Cette paume-là, elle indique le sens de B. Et comment est B? B est sortant. Donc, ma paume, elle devrait être en face de vous. Le courant, elle est descendant, donc je fais comme ça. Et quand je fais comme ça, tu as vu F, comment il est dirigé? Tu as vu le pouce là, comment il est dirigé, la Mindoy? Est-ce que tu as vu? C'est pourquoi F est dirigé comme ça. C'est bon? Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me demande ici? On me dit détermination du flux coupé. Quatrièmement, détermination du flux coupé. Détermination du flux coupé. C'est 4A. 4A, voilà. 4A, détermination du flux coupé. Alors, là, ce qu'il faudrait savoir, toujours, phi égale à B, S. Et on va aller chercher S. On va dire soit X, la longueur du déplacement de la barre. Soit X, la longueur du déplacement de la barre. La longueur du déplacement de la barre. On aura donc S c'est égal à quoi? S c'est quoi? Alors, donc la barre se déplace vers la gauche. Disons que, tac, 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 ici on a, il se déplace vers M', et là on a ça. Ici on a M'. Et cette distance-là, c'est X. Donc, cette surface-là, la surface, ce que j'ai assuré en rouge là, c'est la surface. Normalement, c'est cette surface-là qui m'intéresse maintenant. Ce n'est pas cette surface-là qui m'intéresse, mais c'est cette surface-là qui m'intéresse, là où règne le champ magnétique. Parce que là, le flux va exister qu'ici. Vous avez vu? Or, cette distance-là, c'est X. Cette distance-là, c'est D. Cette distance-là, c'est D. Ce qui fait que donc, S serait égal à D fois X. S serait égal à DX. Maintenant, puisque S égale à DX, alors phi est égal à BDX. C'est ça le flux coupé. Donc, phi est égal à BDX. Et j'encadre ça. Et je fais l'application numérique. Phi égale B, j'ai trouvé combien? 0,1. D, c'est 4, 10 puissance moins 2. Et la distance X, on m'a dit, elle s'est déplacée d'une longueur de combien de centimètres? De 6 cm. Donc, je vais faire fois 6, 10 puissance moins 2. Ça donne combien? Ça donne combien? Allez-y. Allez-y. 2,4 10 puissance moins 5. 2,4 10 puissance moins 5. 2,4 10 puissance moins 5. Unité, c'est le Weber. Unité, c'est le Weber. Donc, c'était ça. Qui n'a pas compris ça? Qui n'a pas compris? C'est bon. Good. La question suivante, c'est quoi? La question suivante, qui va dicter ça? Qu'est-ce qu'on me demande de calculer? On me demande de calculer. Une fois que j'ai calculé le flux coupé, on me demande le travail. En déduire le travail exercé. Lors de ce déplacement. En déduire le travail exercé lors de ce déplacement de la barre M1. Voilà, en déduire le travail exercé. En déduire le travail exercé. Le travail de la force, hein? Le travail de F, la force de la place. Alors, on sait tous que travail, c'est force fois distance.
C'est force fois distance. Ici, la distance, c'est X. La distance, c'est X. Donc, travail, c'est F fois X. Et l'application numérique, je vais faire travail de F. F, on avait trouvé combien? Quelle est la valeur de F qu'on avait trouvé? 4 10 puissance moins 3. 4 10 puissance moins 3 fois X. X est égal à combien? X est égal à 6 10 puissance moins 2. Ce qui me fait donc un travail W de F est égal à combien? Aïcha? 2,4 10 puissance moins 4. 2,4 10 puissance. 2,4 10 puissance moins 4. Joules. Voilà, merci beaucoup. Voilà, 2,4 10 puissance moins 4 joules. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Ensuite, on a dit quelle est alors la force électromotrice induite dans le circuit si le parcours a lieu en une milliseconde. Okay? Représentez cette force. Représenter cette force électromotrice. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Valeur, c'est 4 combien? Cinquièmement, valeur cinquièmement, valeur de la FM. Bon, là, il ne faut pas utiliser la... parce que le phi, là, il n'est pas en fonction du temps. On a une valeur normale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire E, c'est égal à quoi? Moins delta de phi sur la variation de flux sur la variation de temps. Or, je sais que sur cette distance-là, on a une variation de phi qui est égale à 2,4 10 puissance moins 5 Weber. Je vais faire E sur une distance, sur un temps de 1 milliseconde. Donc, je vais faire E, c'est égal à 2,4 moins, barre de fraction, 2,4 10 puissance moins 5 sur delta de t c'est 1 10 puissance moins 3 millisecondes. Et quand je calcule GE égale à combien? Moins combien? Moins combien? Aïcha, ouais? Ou 2,4 10 puissance moins 2. 2,4 10 puissance Moins 2. Moins 2 volts. C'est bon, good. Ensuite, qu'est-ce que suit? On dit 6. En conclusion, commenter le sens de la force électromotrice induite et les conséquences de son action dans le circuit. Là, c'est la loi de Lenz qu'il faudrait appliquer. Là, je vais effacer. Là, on a besoin de bien expliquer là. Comme ça, vous comprenez mieux. Qu'est-ce que la loi de Lenz? C'est bon, je peux effacer ici. Ceux qui font du screenshot là, je peux effacer. Est-ce que je peux effacer? Bon, personne ne répond, j'efface. C'est le réseau qui... Hein? C'est le réseau qui déconne. C'est le réseau, il y a un problème. Il est instable. La connexion est ouais, c'est ça. Donc, on va finir cet exercice et on arrête. De toute façon, moi, je suis un peu fatigué. Good. Allons-y. Donc, ce qu'il faudrait savoir ici, c'est quoi? C'est que ça parle un peu de la... Ça parle un peu de la loi de Lenz. Ça dit quoi? Ça dit que pour ce faire, la barre, le déplacement de la barre fait quoi? On a un circuit. D'abord, il faut savoir qu'on a un circuit. Le circuit il est formé des rails de la barre du générateur, mais elle est fermée. OK? La barre, OK? C'est-à-dire la barre, les rails qui sont ici, le générateur qui est là, et tout ça forme un circuit fermé. C'est-à-dire, voici notre circuit. C'est ça que je représente comme ça. C'est le MN comme ça et ça. Et tout ça, c'est le générateur. Ça, ce sont les rails. Et ça, c'est la barre. C'est un circuit qui est formé. Donc, on va dire le circuit rail, barre, le circuit barre, tiré rail, tiré générateur fermé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? La force électromotrice induite engendre quoi? Qu'est-ce qu'il engendre? Virgule. Qui va me dire ça? La force, la FM,
engendre quoi? Qu'engendre la FM? Qu'engendre la FM? La force électromotrice FM. La force électromotrice. Qu'est-ce qu'elle va engendrer? Un courant Merci induit. beaucoup. Voilà. Elle va engendrer un courant qui s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance. OK? Aux causes qui lui ont donné naissance. Qui s'oppose aux causes qui lui ont donné naissance. Alors, les causes qui lui ont donné naissance, c'est quoi? C'est le fait que la barre, en l'occurrence ici, le déplacement de la barre, parce que c'est le déplacement de la barre qui amène une variation de flux. Et cette variation de flux-là va faire quoi? Va faire naître un courant induit ici. Et ce courant induit-là va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance, c'est quoi? C'est le déplacement de la barre. En l'occurrence ici, le déplacement de la barre. En l'occurrence ici, le déplacement de la barre. Alors, donc, puisque ce courant induit-là s'oppose au déplacement de la barre, on va dire que donc, le courant induit va être dirigé dans le sens inverse de I. Le courant induit va être dirigé dans le sens inverse de I. Dans le sens inverse de I. Et c'est quel sens? Ici, I est dirigé de M. I est là, elle est dirigée de M vers N. Alors, le petit I, le courant induit petit I, sera dirigé de N vers M. Maintenant, puisqu'il est dirigé en sens inverse de I, ainsi le sens de la force F, force de la place engendrée par I, sera opposé au déplacement de la barre et à la force F. Donc, ainsi, le sens de la force de la place engendrée par I, quel I? Le petit I, le courant induit, sera dirigé en sens inverse au déplacement de la barre. Et cette force-là, je vais appeler ça F'. Donc, j'efface ici un peu. Ça m'a l'air nagne. Je vais un peu effacer ici. C'est ça qu'on a. On a notre barre qui est là. La force de la place engendrée par I, elle est là. F grand I, engendré par I, elle est là. I est dirigée de M vers N, elle est là. Petit I est là, elle est dirigée de N vers M. Et la force de la place engendrée par petit I, c'est la force de la place induite. Elle sera dirigée parce qu'elle va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. C'est quoi? C'est celui-là. Alors donc, la force de la place engendrée par I sera opposée au déplacement de la barre. On retrouve ça dans les machines étudiées en terminale. Ce phénomène-là, c'est le phénomène de réaction. C'est-à-dire, on a trouvé ça dans les alternateurs, la roue de Barlow, ok, les pendules aussi, ok. Donc, ce courant-là, le courant I, c'est un courant induit. Donc, c'est bon, je pense que ce sont les seuls commentaires qu'on peut dire. Ou bien, on peut également ajouter que I, ce courant induit, par le déplacement de MN, crée aussi un champ induit. Ok, il faut ajouter ça. On peut également ajouter que I, le petit I, courant induit, que fait ce courant induit-là? Il crée un champ magnétique BI. Crée un champ
magnétique BI, B induit, crée un champ magnétique B induit. Et ce champ magnétique B induit là va s'opposer au champ BI créé par I. Ce champ va s'opposer au champ BI créé par I. Vous avez vu, hein? Lui, c'est un fils ingrat. Il s'oppose toujours à celui qui lui a donné naissance. Hein? Et bon, mais oui, c'est ça, c'est un fils ingrat. Mais ces champs sont faibles devant B. Hein? Devant B. Hein? Ce champ-là est faible. Ce champ BI là, le B induit là, est faible devant le B créé par qui? Devant le B créé par l'aimant. OK? On peut aussi... Oui, vas-y. Le champ induit, il s'oppose au champ initial. Oui, le champ induit s'oppose au champ initial. OK? Mais bon, il est faible, quoi. Il est faible. Son opposition sera faible. Ça veut dire que quelqu'un qui s'oppose à son papa, ce sera faible aussi. FI dirige du sens au Québec. Voilà. C'est-à-dire que lorsque... là, c'est un champ magnétique. Vous êtes tous d'accord que là, il y a un champ magnétique qui règne. Vous êtes tous d'accord sur ça? Il y a un champ magnétique qui règne ici. Donc, le fait que la barre se déplace de B à N, il y a variation de surface. Or, on avait dit que les grandeurs qui peuvent faire varier un flux, la surface en fait partie, le champ magnétique en fait partie et l'angle en fait partie. On avait dit ça, n'oubliez pas ça. Donc, si vous voyez qu'il y a un champ magnétique, et dans ce champ magnétique, il y a quelque chose qui fait varier la surface, alors il y a forcément variation de flux. Or, on sait que variation de flux égale à induction magnétique. Donc, le fait que cette barre-là bouge comme ça, crée une variation de surface, et cette variation de surface-là crée une variation de flux. La variation de flux crée ce qu'on appelle une force électromotrice, et cette force électromotrice-là va engendrer quoi? Un courant induit. Et ce courant induit-là, d'après la loi de Lenz, elle va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Qu'est-ce qui lui a donné naissance? La variation de flux. Qu'est-ce qui est à l'origine de la variation de flux? Le déplacement de la barre. Donc, il va s'opposer au déplacement de la barre. Si la barre se déplace de la droite vers la gauche, la force que le courant induit va appliquer, c'est une force qui va s'opposer à ce déplacement-là, donc elle va se mettre dans l'autre sens. Donc, c'est en fait, maintenant, ce courant induit-là va créer aussi un champ magnétique. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que les différentes sources de champ magnétique, c'est quoi? Ce sont les aimants, ce sont les circuits électriques parcourus par un courant, et ce sont les bobines parcourues par un courant. Donc, un circuit électrique qui est parcouru par un courant crée un champ magnétique. Donc, forcément aussi, le champ induit-là, le courant induit-là, parcourant la barre NN, va aussi créer un champ qu'on appelle le champ magnétique B induit. Et ce B induit-là va s'opposer à ce champ-là, mais de manière faible. Est-ce que vous avez compris? Allez. Oui. Voilà, j'avais un problème de connexion. Pour la question numéro 2. Oui, c'est quoi? Le sens de grand I. Je ne vais pas écouter votre explication. Le sens de grand I. J'ai dit que le sens de grand I est donné par E. Quand tu regardes le chemin de l'exercice, E est dirigé comme ça, vers le haut. Ça est là. OK? Oui. Donc, si E est dirigé comme ça, I sera dirigé comme ça, et arrivé ici, il sera dirigé de M vers N. Ah oui, d'accord. C'est bon? Oui. Donc, on peut également noter que en se déplaçant vers la gauche, selon F de I, le flux magnétique diminue la surface là, hein? Cette surface-là, elle diminue cette surface-là que je vais assurer. Hein? Elle va diminuer cette surface-là que j'assure en se déplaçant vers la gauche. La surface-là, elle va diminuer. Maintenant, la force F créée par le courant induit, selon la loi de Lenz, a tendance aussi à augmenter cette surface-là. Il faut aussi noter ça. Donc, en se déplaçant vers la gauche, la force de la place créée par I a tendance à diminuer cette surface-là, alors que de ce même exercice-là, de ce même contexte-là, dans ce même contexte-là, la force de la place créée par le courant induit, lui aussi aura tendance à augmenter la surface que j'ai assurée ici, et ce qui fait que c'est une bataille continuelle. Donc, en fait, c'est ça, en fait, la loi de Lenz. Donc, on va s'arrêter ici. Je vais vous donner le temps d'emmagasiner ça, c'est-à-dire de refaire cet exercice, de relire encore le cours et de refaire l'exercice 3 et l'exercice 4 pour plus de compréhension. OK? Alors, donc, ciao, ciao. Ciao, ciao, et merci à demain.